Et bonjour à tous, merci d'être là. On est très content de vous recevoir à nouveau dans cette deuxième partie aujourd'hui. On va parler d'investissement locatif à Cleveland. Je vous remercie tous d'être connectés à l'heure. On va vous prendre à peu près 60 minutes de votre temps pour parler du marché avec trois experts. Thibaut Guéant, US Invest, expert du marché de l'investissement locatif à Cleveland. Pascal Gibert, comptable spécialisé dans l'immobilier. Amélie Deschênes, notre sponsor aussi de ce salon, avec OFX, notre experte en transfert de devises étrangères. Et donc, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, c'est une semaine dédiée avec plus de 30 experts francophones du marché américain qui vont vous expliquer comment passer à l'action, que ce soit pour louer, acheter, investir. Pendant toute cette semaine, on fait le tour des États-Unis. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu aussi la suite du programme. Voilà. On va tout de suite démarrer avec Thibaut qui va nous présenter Cleveland et son marché d'investissement. Juste après ça. Et nous revoilà. Thibaut, est-ce que tu veux me rejoindre? Salut Thibaut, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Romain, très bien et toi? Écoute, super. Je te donne donc la salle pendant à peu près 15 minutes où tu vas nous parler un petit peu des opportunités d'investissement à Cleveland. Je crois que tu vas partager ton écran et puis nous montrer aussi quelques vidéos après de ton activité. Je te donne, je vous dis à tout à l'heure. Très bien. Alors, je partage mon écran. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Tu me confirmes? Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, non, mais je pense que ça devrait peut-être arriver. Très bien. Donc là, je montre mon PowerPoint, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que ça fonctionne? Ça devrait fonctionner. Ça fonctionne, tu peux le mettre en plein écran et on est bon. Parfait, voilà, on est top. Bon, merci à tous d'être présents dans cette conférence. Donc, je suis fondateur de la société Invest US. Donc, je m'appelle Thibaut Guéant. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis aux États-Unis. Mes équipes et moi-même, donc, on accompagne les investisseurs francophones pour proposer des produits clés en main. Donc les prix comprennent les travaux. Nous nous occupons voilà, c'est un accompagnement complet sur le long terme. L'objectif, bien évidemment, c'est de travailler sur le long terme avec chacun de nos investisseurs sur une ville, en tous les cas une ville très intéressante qui est celle de Cleveland, où j'ai commencé à peu près il y a 4 ans. Et donc ça marche très fort. On a énormément de demandes et ça continue à se développer. Voilà, 8 ans d'expérience. On travaille à peu près avec 300 investisseurs. Durant mon parcours, donc il y a eu à peu près 400 maisons vendues. J'en ai également vendu en Floride également, où je suis également broker et j'ai mon agence de location également. Donc voilà, on travaille avec également des collaborateurs, des investisseurs à travers le monde. Pour parler des équipes de Cleveland spécifiquement, donc on travaille avec une équipe 7 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour notre parc immobilier, les biens que nous vendons à nos clients. Donc aujourd'hui, on a un parc immobilier d'à peu près 170 biens et ça continue à se développer. Pareil pour les travaux, donc on a une équipe dédiée pour nos travaux qui sont continuellement sur les chantiers et également nos équipes d'apporteurs d'affaires indépendants en France. Alors, pour parler de la ville de Cleveland en particulier, donc sur sa couronne, Cleveland et sa couronne, on est à peu près à 2 millions d'habitants.
Donc c'est une ville qui commence déjà à faire ses preuves petit à petit. On a un des poumons économiques de la ville, c'est Cleveland Clinic, qui a été voté comme étant le deuxième meilleur centre hospitalier au monde. Et donc, on retrouve le siège social à Cleveland. C'est un endroit stratégique puisqu'on est en face du lac Erie. En bordure du lac Erie, en face, on retrouve le Canada. C'est aussi le premier employeur de la ville. Donc, il y a eu à peu près 800 000 mètres carrés d'infrastructures qui ont été implantées juste pour le secteur médical. Ensuite, bien évidemment, il y a plein d'entreprises qui sont venues s'implanter les 2 dernières années. Et parmi ces entreprises-là, on retrouve de nombreuses entreprises de Fortune 500 parmi celles qui génèrent un chiffre d'affaires très, très élevé, comme Amazon, par exemple, qui a ouvert 2 centres de distribution durant les 3 dernières années, en 2018, en 2019 en particulier. Et puis d'autres entreprises qui viennent s'installer de plus en plus. On a également les universités avec University Cycle qui commence aussi à prendre une réputation de plus en plus intéressante. Donc, bien évidemment, des étudiants qui viennent de tous les États viennent particulièrement à Cleveland. Et donc, voilà, on retrouve aussi… alors aussi, il y a des milliards qui sont investis chaque année dans différents secteurs. Il y a aussi le secteur de l'entertainment, du sport également. Par exemple, il y a un casino de plus d'1 milliard $ qui a été implanté… donc plus d'1 milliard $ implanté en plein centre-ville. Une dizaine de théâtres à côté. On a aussi les sports, donc on a le NBA, le baseball, le football américain. Et on a la plupart des logements sont occupés. En tous les cas, sur nos maisons sont remplies en 1 mois en moyenne. On arrive à trouver des locataires en moyenne, ce qui fait qu'on se retrouve sur un taux d'occupation maximum. Quelques chiffres, on a un taux de chômage qui a largement baissé, un taux d'occupation qui a augmenté, et puis on a une évolution des prix depuis 2018, où les maisons augmentent de 5 à 10% par an depuis 2018. Donc j'ai quand même un historique maintenant depuis 4 ans et qui me permet d'avoir une certaine assurance et certitude sur le marché de Cleveland. Donc, bien évidemment, on apporte tout un service clé en main, comme je le disais au début, avec les travaux, avec la gestion locative. Donc, on s'assure que, bien évidemment, l'écosystème soit efficace entre tous les départements, que ce soit suivi une fois que le bien est vendu, et puis la partie des travaux, la partie ensuite avec la déclaration fiscale aussi avec Pascal, qui en parlera tout à l'heure. Voilà les types de produits que nous vendons. Rentabilité à 2 chiffres. On est sur en moyenne à 16% en moyenne de rendement brut, ce qui nous fait à peu près sur un rendement net de 10 à 11% en moyenne en déduisant tous les frais de gestion locative, la taxe foncière, l'assurance. Je comprends même les impôts à payer. Donc, vous voyez, on a des rendements nets à 2 chiffres très intéressants. On est sur des prix très intéressants entre 60 et 80 000 $. Donc, les rendements sont quand même excessivement élevés. Et puis, bien sûr, les points sur lesquels on fait attention, donc comme par exemple le chauffage, qui se situe dans le basement, dans le sous-sol, c'est un poste à 4 000 $ quand même. Donc, on vérifie que tous ces postes-là, pour l'investisseur, en fait, qu'il n'y ait pas de gros travaux à avoir dans les années à venir. En tous les cas, pour les gros postes, les postes importants qui coûtent cher. Donc, comme la chaufferie, on vérifie la toiture, on vérifie la plomberie, l'électricité, enfin tous ces points-là qui sont très importants. Voilà, les prix comprennent les travaux, donc on s'occupe des travaux. Et notre équipe, c'est très important que les travaux soient bien réalisés pour que l'investisseur derrière n'ait pas de grosses dépenses à faire, que le locataire se sente bien, se sente confortable et qu'il puisse maintenir le bien en bonne et due forme et payer tous les mois les loyers. Donc voici le processus. À partir du moment où l'investisseur choisit son bien, eh bien on va lui envoyer, on va déjà bloquer le nom de la LLC par rapport à s'il n'a pas de LLC. Donc dans l'état de l'Ohio.
Et ensuite, on va lui envoyer le contrat d'achat via DocuSign. Et puis, quelques jours plus tard, on reçoit les documents complémentaires du notaire, donc de la title company. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les frais de notaire sont à peu près de 2%. Et puis, voilà, il faut à peu près 2 semaines pour que l'acheteur soit propriétaire. Donc, c'est relativement rapide. Donc, la LLC, c'est la société américaine, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voici les quartiers qu'on cible, donc quartier de Collingwood, qui est situé au nord-est de la ville de Cleveland, où il y a de nombreuses entreprises qui viennent s'implanter. Donc il y a le nord et le sud de Collingwood. Ça se développe énormément, c'est en bordure du lac Erie. À côté, on a Glenville qui se développe aussi avec des grandes maisons. On a le parc historique de Rockefeller qui est très très grand et qui relie Glenville à Cleveland Clinic et University Cycle. Donc, c'est très bien desservi. Ensuite, on a Mont-Plaisant, par exemple, où on a de nombreux parcs. C'est un quartier aussi plébiscité par nos investisseurs, comme Buckeye Shaker également, qui est situé un peu plus au centre de la ville, au sud de la ville de Cleveland, centre-sud de la ville de Cleveland. Lee Miles également, qui est situé côté ouest. Donc, on a différents quartiers qui se développent énormément par rapport à leur perspective d'évolution dans les années à venir, pas très loin des écoles, pas très loin des centres hospitaliers, très bien desservis avec les axes autoroutiers, pas très loin du centre-ville. Ce qui est bien, c'est que Cleveland est une ville à taille humaine et aujourd'hui, on contrôle les quartiers, on contrôle la demande locative, parce que la demande locative est très très élevée sur ces quartiers-là. En devenir avec des perspectives intéressantes sur les années à venir. Donc, voici pour Cleveland. Après, on a développé donc un deuxième projet de diversification pour nos investisseurs sous Invest US Legacy. Donc, c'est une société foncière dans laquelle on est spécialisé dans l'achat et revente de terrains aux États-Unis, où on a des perspectives très intéressantes, en tous les cas des rendements très intéressants. Les investisseurs privés, les investisseurs vont pouvoir investir dans la société en tant qu'investisseurs privés. Et donc là, on est sur notre première lancée de fonds. On a récupéré à peu près 2 300 000 $ environ. Et on est sur notre première lancée de fonds. Et on va bientôt en fait arrêter cette première levée de fonds, où on positionne les investisseurs à 21% de rendement chaque année, tous les 12 mois, à travers un promissory note, un contrat de prêt. On va acheter et revendre les terrains d'une façon très agressive. On va pouvoir récupérer les terrains à des prix très très bas par rapport à la valeur vénale. Donc, on a tout un système en interne qui nous permet de déterminer les secteurs géographiques prisés et demandés, et sur lequel on va pouvoir envoyer, on va récupérer les informations des propriétaires et on va leur envoyer des lettres à 15% de la valeur vénale de leur terrain. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'un terrain vaut 100 000 $, eh bien, on va leur envoyer une offre à 15 000 $. Donc, c'est vraiment des offres au ras des pâquerettes, comme on dit, et très basses. Donc, bien sûr, 95%, c'est du refus, mais avec les 5%, 5% des propriétaires sont réceptifs et ont en général des motivations élevées pour vendre. Ils ont besoin de récupérer une somme d'argent rapidement. Donc, on va pouvoir les aider. Et bien sûr, en contrepartie, ils sont prêts à laisser leur terrain à des prix dérisoires. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir revendre en fait et faire des profits très élevés. On va faire du x2 pour le minimum, du x2 à x4, voire x5, parfois un peu plus. Et donc, justement, là, on a un exemple d'un terrain qu'on a acquéri. On peut essayer de lancer la vidéo si possible. Je ne sais pas si c'est possible de lancer la vidéo de ce terrain qui a été…
Donc voilà, alors ça c'est un terrain qu'on a pu acquérir à 10 000 $, pour vous donner un exemple, hein. Donc notre force, c'est de négocier en fait de façon très agressive les prix des terrains. Ce qui est bien sur les terrains, c'est que on a beaucoup moins d'attache émotionnelle que sur les maisons. Donc on a une force de frappe plus intéressante et on a une stratégie très bien rodée en interne qui nous permet d'analyser les codes postaux et les états sur lesquels on va pouvoir en fait ensuite envoyer des lettres à ses propriétaires en direct en proposant des offres très basses. Et c'est pour ça qu'on peut faire fructifier cet argent d'une façon rapide. Donc à peu près en 3-4 mois, on va pouvoir acheter et revendre et on va faire du x2 à x5, x6. Donc là, cet exemple-là d'un terrain dans l'Indiana, acheté 10 000 et on a reçu plusieurs offres à 49 000 $, voilà, 49 000, 50 000 $. Donc, ce qui permet d'être sur un projet très, très intéressant et les investisseurs peuvent profiter de ça, de notre expertise. Donc, l'offre, elle est limitée parce que, voilà, on va fermer la première lancée de fonds dans un mois et demi à peu près. Donc, pour l'audience French Morning, voilà, on va prolonger encore pour les investisseurs pour les bloquer à 21% sur un prêt directement avec eux et sur lequel ils s'intègrent dans les projets achat terrain avec la société Invest US Legacy. Donc voilà, on a un ticket d'entrée à 50 000 $, donc relativement accessible et ce qui permet on est sur un modèle gagnant-gagnant. À tous les niveaux. Et c'est un projet court terme sur 12 mois où l'investisseur a la possibilité, donc au bout de 12 mois, en fait 3 mois avant, on va lui demander ce que l'investisseur souhaite, soit récupérer en 3 options. Donc la première option, c'est donc directement de poursuivre sur une année 2 et à ce moment-là, l'investisseur récupère ses 21% et on va garder l'investissement initial pour faire fructifier sur l'année 2. Deuxième option, l'investisseur a également la possibilité de sortir du projet. Donc, à ce moment-là, il récupère son investissement initial plus les 21%. À ce moment-là, on ne renouvelle pas sur une année 2. Et enfin, l'option 3, c'est celle des intérêts cumulés où l'investisseur peut décider aussi de laisser son investissement initial plus les intérêts de 21% et puis dans le but de le faire fructifier sur l'année 2 d'une façon plus importante. Donc voilà, on est vraiment très flexible par rapport à cela et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans l'échange. Tous les 3 mois, on va envoyer des track records aux investisseurs avec ce qu'on a acheté, ce qu'on a revendu, à telle date, à quel montant forcément. Et ça permet aussi de tisser des liens encore plus forts avec les investisseurs, de travailler dans la transparence, dans la communication sur ce projet Invest US Legacy. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce barcode, je ne suis pas sûr qu'il soit valide. Donc, je pense que il y a moyen de récupérer le code d'une autre manière. Mais dans tous les cas, vous pouvez nous envoyer donc un email sur contact@invest-us.com. Donc, je répète, contact@invest-us.com si vous avez des questions particulières. Mes équipes et moi-même serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions donc sur Cleveland, sur le projet Invest US Legacy des terrains, sur les terrains marchands de biens. Voilà. Donc, à votre disposition. Merci merci à French Morning, bien évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Thibaut. Il ne faut pas que tu partes tout de suite parce que j'aimerais beaucoup te poser des questions à la fin. J'espère que tu pourras encore être disponible. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends, Romain. Parfait, parfait. On a reçu des questions et j'aimerais te les poser à la fin. On va juste recevoir Pascal qui va continuer et nous expliquer un peu comment on organise tout ça au niveau de la comptabilité. Et puis, je te ferai revenir à la fin avec Amélie aussi pour répondre aux questions. Je vois que François a posé une question.
Je vois que Chloé aussi a posé une question. Vous en faites pas. Et puis, vous avez pu voir le QR code d'avant de Thibaut qui était dans. Peut-être qu'on peut le réafficher d'ailleurs, le QR code de Thibaut, s'il vous plaît. Et donc, vous avez juste à prendre votre iPhone et à scanner ce QR code que vous voyez en bas à droite. Celui-là, il fonctionne. On vient de le tester. Et vous arrivez directement en fait dans son agenda et vous choisissez un rendez-vous avec lui quand ça vous arrange dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Voilà. Merci et puis à tout de suite. On va juste vous retrouver après ça. Et on est reparti, on va recevoir tout de suite Pascal. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Super, et toi? Bah écoute, super. On continue. Je crois que tu vas un petit peu nous expliquer à quelle sauce on va être mangé au niveau de la comptabilité. Donc, on t'écoute et puis on te donne voilà, à peu près un quart d'heure pour pouvoir nous expliquer tout ça. Et puis après, on reviendra avec des questions. Et puis voilà, t'as plus qu'à mettre ton. Ah bah c'est parfait, je vois que tu l'as mis en plein écran, c'est bon. C'est bon. Je te laisse nous présenter tout ça. À tout à l'heure. Ok, bah bonjour tout le monde. Merci Romain, merci Thibaut. Thibaut, ta présentation est très intéressante avec de très bons taux de rendement. Ça donne vraiment envie d'investir avec toi. Et voilà. Alors pour moi, je vais parler de la fiscalité aux États-Unis, à Cleveland, dans ses grandes lignes. Je ne vais pas rentrer trop en détail. C'est peut-être un sujet un peu plus ennuyant, mais très important, surtout si vous envisagez d'investir aux États-Unis, à Cleveland. Alors, vous avez choisi, Thibaut vous a proposé un bien, il vous intéresse et vous voulez l'acheter. La question se pose, comment détenir le bien? En direct, personne physique, ou sous une structure juridique, personne morale. En fait, cette question, elle ne se pose pas parce que dans la présentation de Thibaut, il vous la met directement l'achat de votre bien sous une structure juridique. Mais alors, pourquoi sous une structure juridique? Et c'est en fait, c'est pour se protéger. Les États-Unis sont renommés pour être un pays assez procédurier. Et je vais même exagérer, mais c'est peut-être un sport national de mettre les gens, poursuivre les gens en justice. Et vous avez sûrement entendu des aberrations ou des histoires incroyables, comme la personne qui boit un café à Starbucks et qui se brûle et qui poursuit Starbucks et gagne sûrement le million ou plus parce qu'il s'est brûlé et il s'était pas marqué de faire attention, c'est chaud. Voilà. Alors dans votre cas, vous avez acheté un bien, vous l'avez loué à un couple et ce couple a un ou des enfants et un de ces enfants tombe dans les escaliers, se brise la nuque et meurt. C'est malheureux, mais ça peut arriver. Et si vous n'avez pas de structure juridique, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, c'est que il y a des fortes chances que la famille va vous poursuivre en justice et va vous attaquer sur votre patrimoine, et vous risquez de perdre une partie de votre patrimoine, voire la totalité de votre patrimoine. Et par contre, si vous avez une structure juridique, ils peuvent que vous attaquer sur le patrimoine de la société. Et donc, dans ce cas, c'est votre actif, votre bien. Alors, donc, c'est très important d'acheter votre bien sous une structure juridique et Thibaut vous accompagne et il a bien compris ça et vous accompagne. Voilà. Alors, quel type de société? Et il y a aux États-Unis la LLC, comme Thibaut vous en a parlé, ou la Inc. Alors, ces deux types de sociétés vous protègent. Par contre, la grosse différence, c'est la fiscalité. Comment elles sont taxées? La
LLC est une société transparente. Elle n'est pas taxée. Elle est taxée au niveau de ses membres. Et donc, l'imposition est par tranche. Et la tranche est entre 10 et 37%. Ça, c'est le barème de 2021. Alors, pour vous donner une idée, la première tranche, c'est 10%. Et ça va de 0 à 9 875 pour être exact. Et la deuxième tranche, c'est 12% de 9 876 à 40 125. Pour vous donner une idée, si vous avez vous avez un résultat fiscal de 10 000 $, par exemple, jusqu'à 9 875, vous allez payer 10% de taxes. Et sur les 9 876 à 10 000 $, vous allez payer les 12%. Pour la LLC, c'est comme une SARL. Non, excusez-moi. Pour une Inc., c'est comme une SARL. C'est l'équivalence en France d'une SARL ou une SA. Et elle est imposée à 21%. Et il n'y a pas de tranche. C'est-à-dire que si vous gagnez $1 ou 1 million de dollars, vous êtes toujours taxé à 21%. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui choisissent une Inc., si vous donnez des dividendes, ces dividendes sont taxés au niveau individuel et vous avez un potentiel de retenue à la source du côté américain et imposé dans votre pays de résidence fiscale. Autre petite parenthèse pour nos auditeurs canadiens, s'il y en a, j'espère, la LLC n'est pas reconnue au Canada. Et vous pouvez vous retrouver en fait avec une double taxation. C'est-à-dire vous allez payer les impôts aux États-Unis et vous allez payer aussi au Canada et vous ne pouvez pas appliquer un crédit d'impôt sur la hauteur des taxes que vous avez payées aux États-Unis. Donc, il y a un petit, enfin, vous pouvez l'éviter en fait en convertissant votre LLC en Inc. Et dans ce cas-là, ça va, vous n'avez pas de double imposition. Alors, quel type de structure choisir? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est du cas par cas et tout dépend de plusieurs éléments comme votre patrimoine et vos revenus. Alors, si vous avez acheté un bien et vous avez perçu des revenus locatifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin d'année fiscale, en général le 31, il faut soumettre une déclaration. Et oui, Oncle Sam, le gouvernement, veulent leur part du gâteau. Et donc, il faudra soumettre une déclaration pour les LLC à plusieurs membres. C'est le 15 mars, avant le 15 mars. Donc, vous avez entre le 1er janvier jusqu'au 15 mars pour envoyer votre déclaration de votre LLC à plusieurs membres. Si il y a qu'un membre ou si vous avez une Inc., là, la date butoir est le 15 avril. Alors, peu importe comment vous allez détenir le bien, que ce soit de façon directe ou sous une structure, le calcul de la base imposable est toujours le même. Comment ça marche? C'est relativement simple. Vous prenez le revenu locatif, moins les charges afférentes à la location, taxes foncières, frais de gestion, frais de maintenance, frais d'entretien, assurance, intérêts d'emprunt s'il y en a, et frais de déplacement. Ça va vous donner un résultat. Et ce résultat, en fait, vous pouvez déduire l'amortissement. Et cet amortissement, excusez-moi, c'est automatique. Il n'y a pas, c'est pas comme en France où c'est une option. Alors, l'amortisation se fait sur 27 ans et demi. Et donc, si on prend un exemple, vous avez acheté un bien à 275 000 et vous le divisez par 27,5, ça vous donne une déduction de 10 000 $ par an. Et donc, si vous ajoutez ça à votre compte de résultat et que votre compte de résultat, votre résultat est toujours positif avec l'amortissement, c'est un très bon signe en fait. Ça veut dire que vous avez fait un
un bon achat, un bon investissement, mais malheureusement, il faudra payer des taxes aux États-Unis. Dans le cas contraire, si le résultat fiscal est à perte, et je dis bien fiscal, c'est parce que c'est sur papier et non en cash, eh ben, si vous êtes résident américain, et je dis actif, eh bien actif au sens que vous managez le bien, c'est-à-dire que s'il y a une fuite d'eau et que votre tenant vous appelle, votre locataire, excusez-moi, vous prenez le téléphone, appelez pompier et il vient. Donc ça c'est actif. Et dans cette condition-là, vous avez droit à un abattement. Et cet abattement est excusez-moi, c'est pas un abattement, c'est une déduction de la perte jusqu'à $25 000. Vous pouvez déduire la perte sur vos autres revenus. Et ces 25 000, c'est que si vous faites moins de $100 000 par an. Alors, si vous faites entre 100 000 et 150 000, vous pouvez que déduire 50% de cette perte. Et si vous faites plus de 150 000 par an, eh bien, vous ne pouvez pas déduire cette perte. Alors, pour les non-résidents américains, vu qu'il n'y a pas d'autres revenus où on peut déduire ces pertes, la perte n'est pas perdue. Et dans les deux cas aussi, si que vous soyez résident américain ou non résident américain, cette perte n'est pas perdue. Vous la gardez et l'accumulez chaque année. Et pas en fin d'année, mais si à la vente de votre bien, vous pouvez minimiser la plus-value que vous avez réalisée sur la vente du bien. Donc, c'est un aspect intéressant, fiscal intéressant. Vous gagnez de l'argent et ne payez pas d'impôts si fiscalement vous êtes en perte. Alors, un autre point que je voudrais éclaircir, c'est que voilà, vous avez payé vos impôts aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, en France ou que vous soyez au Canada? Eh bien, il y a un traité entre la France et les États-Unis, excusez-moi, entre les États-Unis et le Canada. Donc, il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire que vous allez payer vos déclarations d'impôts, vos taxes aux États-Unis. Et quand vous allez faire votre déclaration en France de vos revenus des États-Unis et de votre actif, vous allez prendre un crédit d'impôt à la hauteur du montant de la taxe que vous avez payé aux États-Unis. Alors, il se peut en fait que votre taux effectif de taxation peut changer. Quand vous allez rajouter votre revenu en fait américain, ça peut-être vous passer à la tranche supérieure. Voilà. Pour les LLC en fait, non, excusez-moi, pour les Inc, il n'y a pas d'impact fiscal direct en France. Par contre, indirectement, il y en a, si vous prenez des dividendes, vous serez là taxé comme je dis au niveau individuel et mais par contre, même s'il n'y a pas d'impact direct fiscal, il faudra faire votre déclaration en France et déclarer votre actif et vos revenus dans votre pays. Alors, n'oubliez pas et ne pensez pas à ne pas déclarer vos revenus actifs et vos actifs dans votre pays de résidence fiscale. Et oui, car il y a des accords entre les pays pour partager les informations et surtout les banques, et cela peut vous coûter cher l'oubli. Alors, vous avez acheté le bien, vous en avez profité et pour une raison X ou Y, vous avez décidé de vous en séparer et de vendre votre bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y a une imposition sur la plus-value. Et la plus-value est traitée différemment si vous êtes résident américain ou si vous êtes non résident américain. Mais le calcul de la plus-value est le même. Le calcul est relativement simple. Vous prenez le prix de vente moins les frais de vente, moins le prix d'achat, moins les frais d'achat, moins les pertes accumulées. Mais
vous rajoutez les amortissements qui ont été pratiqués. Et oui, les amortissations sont à réintégrer, je veux dire. Et ils sont imposés à 25%. Par contre, en revanche, la plus-value est taxée au taux fédéral entre 0 et 20%. Alors, si vous avez un bien et c'est un bien où vous avez vécu dedans, c'est un bien résidentiel principal, c'est-à-dire que vous avez vécu pendant 2 ans sur une période de 5 ans précédant la vente, vous allez bénéficier d'un abattement. Et donc, j'ai bien compris que qu'il faut vivre 2 ans, mais c'est sur 5 ans, donc ça veut dire que forcément, les 2 ans ne sont pas d'affilée. Alors, cet abattement, si vous êtes célibataire, c'est 250 000 $. Et si vous êtes marié, c'est 500 000. Pour les non-résidents, donc vous allez payer 15 ou 20% de plus-value. Et pour ceux qui sont l'abattement ne couvre pas la totalité de la plus-value, et ben ce sera pareil, ça sera soit du 15 ou 20%. Tout dépend de votre gain. Et en fait, 20%, c'est pour la tranche, le barème de 2021, c'est si vous passez les 441 450. Alors, FIRPTA. Quand vous êtes résident non résident américain, il y a une loi, un acte qui s'appelle le FIRPTA. Alors, qu'est-ce que c'est que le FIRPTA? Et en fait, il y a l'équivalence en France et au Canada aussi. Qu'est-ce que c'est que la réglementation FIRPTA? En fait, en simple, c'est que les États-Unis veulent être sûrs que vous payez vos impôts avant que vous n'avez plus de lien avec les États-Unis. Et donc, 15%, vous êtes taxé à la vente du bien et sur la valeur du bien et non pas sur la valeur, sur la plus-value. Par exemple, vous avez vendu un bien à 100 000 $ et donc à 15%, ça fait 15 000 $ et ces 15 000 $ sont retenus à la vente et seront payés au gouvernement. Alors, il y a une option. Cette option, c'est que vous pouvez demander à l'IRS de vous faire de faire la retenue et le paiement sur la plus-value réalisée. Alors, comme c'est comme un impôt, vous payez vos impôts à la vente du bien, quoi. Cependant, il faut s'y prendre bien en avance, et là j'insiste parce que il y a à fournir des documents à l'IRS et des justificatifs. Voilà. Alors, si c'est pas possible de faire le FIRPTA, vous faites votre déclaration d'impôt comme vous avez fait dans le passé et avant le 15 avril et le trop perçu vous sera redonné. Donc, j'insiste donc bien que c'est juste un décalage de trésorerie et ne doit pas constituer un frein à votre investissement. Et le dernier point que je voudrais vous parler, c'est l'échange 1031. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échange 1080? C'est en fait de reporter l'impôt de la plus-value. En fait, le 1031 est aussi connu aux États-Unis comme le like kind. Et si on traduit, ça veut dire pareil. Alors, il faut pas vraiment s'y prendre au mot pur parce que ça veut pas dire que vous avez acheté une maison à 4 pièces et qu'il faut enfin, vous avez vendu votre bien à 4 pièces et qu'il faut racheter un autre bien à 4 pièces. En fait, du moment que le bien que vous avez eu était un bien locatif et que vous achetez un autre bien et qui sera locatif, eh bien, vous pouvez exercer l'échange 1031, like kind. Et donc ça, c'est vraiment un des premiers conditions à respecter et la deuxième
condition à respecter, c'est qu'il faut faire l'achat de votre nouvel investissement dans les 180 jours et pas un jour de plus. Voilà. Et le troisième et dernier point, en fait, c'est que l'argent de la vente doit rester sur un compte séquestre et non sur un compte, sur votre compte personnel. Voilà, ça conclut la présentation de la fiscalité aux États-Unis à Cleveland. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et Romain, je te laisse la parole. Merci. Merci Pascal. C'était très rempli d'informations. C'était clair. J'ai fortement apprécié le fait que tu parles du 10-31 à la fin parce que je pense que c'est un très beau pouvoir d'optimisation fiscale qu'on a encore accès aujourd'hui et j'espère qu'on continuera de l'avoir aux États-Unis. On a pas mal de gens qui ont commenté, posé des questions, donné leur avis. Vous en faites pas, David, Loïc, Romain, je vous ai vu. On va prendre toutes vos questions à la fin. On va juste donner la parole à Amélie d'OFX qui va nous expliquer comment optimiser le transfert d'argent pour pouvoir faire son investissement cash ou à crédit peut-être aux États-Unis. On se retrouve tout de suite après ça. Amélie, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Eh ben, écoute, nickel. Merci de soutenir le salon toute la semaine. Ça me fait plaisir. C'est toujours une super collaboration qu'on a depuis un an. Puis, merci à Thibaut et à Pascal aussi. Thibaut m'a fait découvrir Cleveland, je ne connaissais pas. Et puis, Pascal, avec un survol de la taxation, c'est toujours en mouvance. Donc, ça nous aide à nous garder à jour. Bon, tu vas nous expliquer comment on peut gagner de l'argent grâce à OFX sur nos transferts. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour répondre aux questions. On va faire revenir tout le monde sur le stage pour répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à scanner les codes de nos intervenants si vous souhaitez prendre rendez-vous avec eux. Et on répondra aux questions de tout le monde. Allez, à tout à l'heure. Merci bien. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de simplifier une des considérations pratiques de l'achat d'une propriété à Cleveland, que ce soit pour y habiter ou pour un investissement. Et donc, cette spécificité, c'est le rapatriement des fonds de la France. Alors, lors d'un transfert de fonds international, on peut être tenté d'y aller avec des options qui sont facilement accessibles, comme avec sa banque. Je suis certaine que vous l'avez déjà essayé, je l'ai moi-même fait, mais on se rend compte assez rapidement qu'on perd pas mal au change. Les grands groupes bancaires vont prendre des frais de transaction à l'envoi et à l'arrivée, mais surtout vont prendre une marge sur le taux de change réel qui est assez grasse. Et puis, je veux donc commencer par vous expliquer ce qu'est le taux de change réel. Il est aussi appelé le taux interbancaire. Et puis, c'est le taux, dans le fond, qui est utilisé par les grands groupes bancaires pour échanger des millions de devises entre eux chaque jour. Ce n'est jamais le taux qui est offert aux consommateurs, vous et moi, mais on doit quand même l'utiliser comme référence pour comprendre les coûts qui nous sont facturés. Et donc, tous les fournisseurs de devises étrangères vont ajouter une marge, un coussin à ce taux de change réel. Et donc, le défi, c'est de conserver cette marge au minimum. Le taux de change réel, en passant, c'est celui que vous voyez lorsque vous le recherchez sur Google. Et donc, si je vous donne un exemple bien concret, si on désirait rapatrier 100 000 euros, rapatrier, oui, ou déplacer 100 000 euros en dollars américains, le taux réel ce matin était à 1,2160.
Et donc, en utilisant la banque, vous auriez au final quelque chose qui ressemble à 119 150 $ américains. Cette même transaction-là, en la faisant avec un spécialiste en taux de change comme OFX, vous donnerait au final 121 050 $ américains. Et donc, c'est une différence de 1 900 $, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, dites-vous, à ce moment-là, c'est 1 900 $ qui est perdu pour qu'on envoie pour vous l'équivalent d'un courriel. Alors, il y a vraiment moyen de l'épargner. Et donc, je vous inviterai à avoir comme stratégie gagnante d'abord de connaître le taux de change réel au moment de la transaction. Ce taux-là fluctue à la seconde, alors ne prenez pas le taux du matin, prenez le taux vraiment du moment. Et puis également magasiner les spécialistes en taux de change parce que c'est leur raison d'être et c'est là que vous allez avoir un taux plus intéressant. Maintenant, je veux couvrir 4 produits qui sont disponibles. Le premier s'appelle l'ordre à cours limité. En anglais, on l'appelle le limit order ou on l'appelle parfois le target order aussi. Et c'est un produit qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Alors, vous allez utiliser ce produit-là. Quand vous avez un petit peu de flexibilité, vous avez les fonds déjà prêts en euros dans votre compte, mais vous avez un petit peu de flexibilité quant au moment où vous aimeriez les déplacer aux États-Unis, donc probablement en amont de votre projet d'achat. Et donc, vous allez placer une épingle dans le marché pour le taux auquel vous aimeriez faire la transaction. Et ça, vous le faites avec votre directeur de compte. Et donc, comme je vous disais, le taux ce matin est à 1,21. Disons que vous avez espoir qu'il va remonter à 1,23, comme c'était le cas un petit peu plus tôt dans le mois de janvier. Et donc, vous pourriez placer une épingle dans le marché pour 1,23. Et puis, si et quand le marché atteint 1,23, nous allons acheter les dollars américains pour vous. Donc, vous en avez plus au final. Et donc, c'est un outil de monitoring du marché. Il n'y a pas de coût lié à ça. Et donc, il n'y a pas vraiment de downside, je dirais. Si le marché n'atteint pas 1,23 et qu'à un certain moment, vous devez effectuer la transaction, on cancelle l'ordre à cours limité et puis vous effectuez la transaction. Aussi simple que ça. Le deuxième produit en bas à gauche s'appelle le contrat à terme. En anglais, on l'appelle le Forward Exchange Contract. Et c'est un produit qui est très important parce que c'est le seul qui vous offre une protection contre un mouvement adverse du marché. Et donc, c'est un produit qui est basé sur le principe de j'achète aujourd'hui, j'utilise plus tard. Et donc, on va utiliser le forward contract, le contrat à terme, lorsque le taux en ce moment est bon et qu'on veut se protéger pour une transaction qui va arriver dans le futur. Et dans le futur, ça peut être n'importe quand, entre 2 jours jusqu'à 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, je réserve le taux, je m'achète la sécurité de savoir exactement combien de dollars américains je vais avoir au final. Et donc, ensuite, peu importe ce qui se passe dans le marché, moi, je suis protégée. Et puis, la seule contrainte, si vous voulez, du produit, c'est un dépôt de 10 %. Alors, donc, si je veux protéger 100 000 €, ben, je dois avoir 10 000 € prêts pour réserver le taux du jour pour l'utilisation dans le futur. Et puis, ce que ça peut permettre, par exemple, dans l'achat d'un projet immobilier, des fois, vous avez peut-être des investissements qui doivent être liquidés en France. Et donc, en autant que vous ayez ce 10 % là au début, vous achetez la sécurité et puis vous avez le temps ensuite de travailler avec vos planificateurs financiers en France pour ramasser les fonds qui vont être déplacés. Le troisième produit, c'est le produit le plus simple, mais aussi le plus courant. Ça s'appelle le taux au comptant. En anglais, c'est le spot rate. Très simple. On achète une devise étrangère au taux du moment, on the spot. Et puis, le quatrième outil, si vous voulez, c'est l'expertise humaine. Chez OFX, on croit beaucoup en la combinaison d'avoir un service transactionnel en ligne qui vous permet une pleine autonomie. Donc, 24 heures sur 7, vous faites vos transactions comme on vous semble. Mais on a aussi, on complémente ça d'un service de nos experts, de nos équipes, 24 heures sur 7. Donc, pour discuter de vos scénarios spécifiques et puis pour vous aider à faire le bon choix dans des produits comme ceux dont je viens de vous présenter. On a aussi quelques outils en mode libre-service. D'abord, l'application mobile que vous pouvez rechercher sur votre téléphone intelligent, juste rechercher OFX, nos couleurs orangées sont là. Et puis, vous pouvez tout faire sur l'application mobile, de l'enregistrement jusqu'à booker une transaction et puis suivre le cours de cette transaction-là aussi. Vous pouvez vous inscrire pour des alertes de taux pour les paires de devises qui vous intéressent. Et donc, vous allez recevoir une alerte par courriel lorsque cette paire de devises va bouger en votre faveur.
On a un commentaire hebdomadaire qui est livré par courriel aussi. Et puis, sinon, un dossier qui est plus volumineux, un dossier de recherche qu'on appelle le Currency Outlook, qui est livré à tous les mois et puis qui couvre toutes les devises majeures et qui les met en lien avec les événements économiques mondiaux. Donc, ça peut être intéressant à lire dans vos nouvelles avec votre café le matin. Ici, je voulais couvrir rapidement le processus d'enregistrement d'un compte, juste pour pas qu'il y ait de surprise. Alors, la première chose, c'est qu'on se rend au ofx.com/French-morning pour l'inscription. Nous avons négocié des taux préférentiels pour la communauté française et donc, l'algorithme d'OFX prend habituellement une marge sur le taux de change réel d'à peu près 1%. Et donc, pour vous, via ce lien, on coupe ça en deux et la marge que nous allons prendre sur le taux de change réel sera limitée à moins de 0,5%. Alors, un très bon taux. Et puis, donc, ça prend quelques minutes, la création du profil initialement. Vous le faites comme pour tout service en ligne en ce moment, donc avec votre nom, courriel, mot de passe, adresse, pays, devise recherchée. Au niveau de l'adresse, une petite note importante, entrez une adresse civique à laquelle vous avez été pour plus de 6 mois parce que la plateforme va passer une vérification électronique et si vous venez de déménager, par exemple, il n'y a pas assez d'infos, donc vous allez échouer la vérification électronique, ce qui n'est pas grave. Vous devrez nous envoyer des preuves d'identité. Mais donc, avec l'adresse un petit peu plus permanente, ça rend le processus plus rapide. Dans la même journée, vous allez recevoir un appel de bienvenue de notre équipe pour finaliser le compte et puis pour discuter de vos besoins pour ce transfert spécifique. Après cet appel, vous recevez un courriel comme quoi le compte est activé. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser la plateforme OFX pour faire vos transferts. On a validé votre identité et vos besoins. Et donc, la troisième étape va être donc d'effectuer le transfert quand vous serez prêt. Et donc, ça s'apparaît sous le nom de Book Transfer ou New Transfer. Et quand vous faites le Book Transfer sur OFX, ce que vous faites vraiment, c'est que vous réservez le taux pour le montant et les devises que vous recherchez. Et ce taux-là, il est booké pour vous. On vous demande après, à ce moment-là, de nous envoyer les fonds dans un délai de 48 heures. Il y a un peu de flexibilité, mais une fois le taux réservé, il faut quand même initier l'envoi des fonds. Et puis donc, pour nous envoyer les fonds, on va vous donner les coordonnées bancaires de notre compte chez la banque Barclays. Et puis, vous pourrez nous envoyer les euros là. Ça veut dire, je vais passer immédiatement à la prochaine slide. Ça va m'aider à vous l'expliquer. Chez OFX, la logistique du paiement se fait en 2 paiements locaux. Et donc, l'argent ne voyage pas vraiment géographiquement. Ce sont 2 transferts locaux. Et donc, pour le transfert dont on parle ici, vous enverriez les euros de votre compte à vous en France vers le compte en euros chez la Barclays que nous détenons. La plateforme vous communique ces détails-là au moment du transfert. Une fois que nous, on reçoit les euros de notre compte en dollars américains chez la banque de New York Mellon, qui est basée aux États-Unis, on vous livre localement également les dollars américains. Sachez ici que le bénéficiaire aux États-Unis peut être votre propre compte de banque à vous, mais ça peut être une tierce personne aussi, une organisation. Et donc, par exemple, je ne sais pas si Thibault travaille avec ses clients investisseurs avec un trust, mais par exemple, ce serait possible d'envoyer les fonds dans un compte trust. Ici, un petit survol, bien sûr, le French Morning ont fait leur devoir avant de s'associer à OFX, mais je voulais quand même vous présenter juste un petit peu l'historique de la compagnie. C'est une compagnie australienne qui a été fondée à Sydney il y a 22 ans maintenant, donc une qui est établie depuis très longtemps dans le monde des devises. C'est une compagnie publique qui est listée sur la bourse australienne et donc vous avez accès à toute notre information financière en ligne. Simplement recherchez le OFX Annual Reports et puis vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. À travers ces 22 années, on a ouvert 6 bureaux dans le monde pour vous offrir ce service de nos équipes 24 heures sur 7. Et c'est vraiment nos équipes qui à l'interne qui font ce service-là. On est là aux États-Unis à San Francisco, au Canada à Toronto, le bureau auquel je suis rattachée. Toronto, ensuite Londres, Hong Kong, Sydney et Singapour. Nous avons les outils pour gérer le risque de change que je vous ai présenté, donc le forward, le contrat à terme. Et puis, on peut vous aider en 55 devises, donc considérez pas simplement les euros et les dollars américains.
Et puis, la mission a toujours été la même, de vous offrir un taux plus compétitif que les banques. C'est notre raison d'être. Alors voilà, pour plus d'informations, on a créé une page qui est un récapitulatif, dans le fond, de la présentation que je viens de vous donner au ofx.com/French-morning et vous pouvez vous inscrire directement sur cette page-là. Et puis, si vous aimeriez juste discuter un petit peu de votre scénario pour en savoir plus, eh bien, je suis disponible par courriel amelie.deschênes@ofx.com. Merci beaucoup. Merci Amélie, c'était top. Plaisir. Est-ce que, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est comme au restaurant, vous prenez votre iPhone avec votre caméra, vous scannez le QR code d'Amélie, donc boum, il fonctionne et vous arrivez directement sur la page du site, vous voyez, co-brandé même French Morning. Merci, c'est magnifique. Tout ça, ce sera disponible en replay, donc vous en faites pas si vous n'avez pas pu scanner le QR code de quelqu'un d'autre. Si vous êtes sur le Facebook Live ou sur le live YouTube, vous retournez directement dès qu'on a fini et vous pouvez voir ce qu'on a dit aujourd'hui. On va être bref pour les questions parce qu'on a bientôt arrivé à l'heure, mais on va essayer de répondre à toutes les questions. Donc, on a une première question de François. Est-ce que vous faites des pools d'investisseurs ou les investisseurs doivent acheter des propriétés spécifiques? Je pense que c'est pour Thibaut cette question. Oui, super. Bah, déjà, je voulais féliciter Pascal et Amélie pour leur présentation. C'est super. Merci pour la question. Donc, effectivement, l'investisseur va rentrer dans un pool avec plusieurs investisseurs. Donc, pour le moment, on a regroupé à peu près 17 investisseurs sur un budget de 2 200 000 $. Et donc, voilà, donc là, on est sur la première lancée de fonds. Et donc, l'investisseur est considéré en tant que prêteur privé. Donc, le contrat est sur 12 mois avec la possibilité de prolonger si l'investisseur le décide sur l'année 2. Et donc voilà, comme je disais précédemment, c'est une levée de fonds qui va bientôt se terminer, qui va bientôt se clôturer à 21%. Mais sachez qu'après, ça sera des taux d'intérêt moins importants que 21%. Merci. On a une autre question de Romain qui nous dit, si je comprends bien, il est plus rentable d'investir à Cleveland qu'à Los Angeles ou New York, notamment parce que le prix d'achat est moins élevé et les loyers assez élevés dans les 3 villes. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Thibaut? Effectivement, si on veut comparer entre les villes du Midwest et des grandes villes déjà qui sont arrivées à saturation, comme New York, Los Angeles, Miami, c'est vrai qu'on se rend compte que le ratio prix montant locatif, forcément, il y a des décalages très importants entre des villes comme ça déjà qui sont arrivées à maturation et à maturité et bien sûr des villes comme Cleveland par exemple où forcément hein, si on fait le calcul c'est difficile de comparer hein, c'est le jour et la nuit entre les rendements de New York et les rendements de Cleveland. Je pense que c'est 4 à 5 fois plus important. Ok. On a Johanna aussi qui nous dit pour les crédits, est-ce qu'il faut le prendre dans une banque américaine ou on peut le prendre dans une banque en France? Que conseillez-vous si nous avons le choix entre la banque française ou la banque américaine? Il y a des problématiques qui se font sur les financements, notamment sur les tickets d'entrée en dessous de 100 à 130 000 $. Alors là, je parle vis-à-vis des États-Unis, puisque souvent les banques ont des, comme on dit aux États-Unis, loan minimum requirement, donc à 100 000 $. Ce qui veut dire que, alors, il y a aussi un apport obligatoire de 20 à 25 à 30%. Ça voudrait dire qu'en fait, il faut acheter des biens minimum à 140, 150 000 $ pour pouvoir prétendre à un financement aux États-Unis. Voilà, donc il y a des complexités par rapport à certaines banques, la plupart des banques, je suppose. Donc, pour tout vous dire, hein, tous mes clients achètent en paiement comptant parce que forcément, les biens sont entre 65 et 80 000 $. Donc, et puis vis-à-vis de la France, crédit, alors c'est pareil, les banques françaises vont pas forcément valider des projets immobiliers aux États-Unis.
Déjà que c'est compliqué de faire en dehors de leur ville. Donc là, si vous parlez des États-Unis, ça risque d'être un peu délicat. Après, tout dépend, les banques, le relationnel que les banques ont avec leurs clients. Si l'investisseur a du patrimoine déjà en France ou dans d'autres pays, enfin tout dépend de son lieu de résidence. La banque va bien évidemment vérifier ça, ou alors via un nantissement sur un placement assurance vie. Je pense qu'il y a des solutions à faire, mais il faut que le client ait déjà une certaine aisance financière ou patrimoniale. Super, très bien répondu. On a aussi Romain qui nous met un petit commentaire supplémentaire en disant j'aimerais bien pouvoir voir la différence entre les loyers si j'investis $200 000 à Los Angeles versus Cleveland. Je pense qu'à Los Angeles, pour trouver un bien à $200 000, il faut regarder le très grand Los Angeles, parce que je crois que les prix ont flambé ces dernières années. Est-ce que tu veux commenter un petit peu? Comme tu disais, hein, c'est pour trouver quelque chose à $200 000 à Los Angeles, il faut regarder déjà le marché. Après, pareil pour le montant locatif, combien ça pourrait se louer. Mais je pense que pour trouver quelque chose à $200 000, déjà, il faut trouver, première chose. Je pense que ça ne doit pas être évident. Et puis, le montant locatif, c'est pareil. Il faut, si on peut retrouver, on peut essayer de trouver un tableau entre les deux villes. Faut prendre un petit peu de temps et regarder ça. Mais je sais avec de grosses certitudes à 200% que on est c'est du simple au triple, voire au quadruple au niveau des différences au niveau du rendement par rapport aux deux villes. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre contact directement avec nos experts. Si vous avez des questions supplémentaires, là on a un petit peu débordé. Je veux vous remercier une dernière fois tous les trois d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était très clair. C'est pas des sujets faciles, surtout sur la différence de culture et de fonctionnement. C'est un autre système ici pour ceux qui connaissent pas. Je vous donne rendez-vous. Je vais vous laisser repartir et puis je vais présenter la suite du programme. Merci de cette semaine, puisque vous savez que pendant toute la semaine, en fait, on vous propose de apprendre sur est-ce qu'il faut acheter ou louer à Miami, est-ce qu'il faut acheter ou louer dans le Westchester, est-ce qu'il faut investir à Détroit, à Orlando, à Baltimore, à Los Angeles, à San Diego. Et voilà, donc vous aurez, j'espère, les réponses à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir notre site internet acheterouloueraususa.com. Vous aurez toutes les informations et aussi tous les replays, bien entendu. Merci de vous être connectés et à demain. Ciao.